Il existe un endroit sur Terre où le soleil ne se couche pas pendant des mois et où les habitants doivent faire attention aux ours polaires qui descendent la rue principale. Cela ressemble à un scénario de film, mais pour 56 000 personnes, c'est un mardi ordinaire. Nous partons à la recherche de tribus perdues, nous enquêtons sur des villes fantômes de la guerre froide et nous naviguons dans un système de fjords si massif qu'il crée sa propre météo. Mais attention, une fois que vous aurez vu ce qui se cache dans l'ombre du soleil de minuit, vous ne regarderez peut-être plus jamais le pôle Nord de la même façon. Quand on regarde les données, les chiffres cessent d'avoir du sens. Nous commençons notre voyage sur la côte Est, un endroit si accidenté et isolé que, pendant des siècles, le reste du monde a oublié que des gens vivaient ici. Vous voyez, la plupart des voyageurs s'en tiennent à l'ouest, là où se trouve la capitale. Mais l'Est, c'est là que la planète montre ses dents. Nous entrons dans le fjord de Scoresbysund. Pour le dire gentiment, appeler cela un fjord est une insulte. Il s'agit d'un labyrinthe aquatique qui s'étend sur 350 km au cœur de l'île. Il existe un endroit sur Terre où le soleil ne se couche pas pendant des mois, où les habitants doivent faire attention aux ours polaires qui descendent la rue principale. Cela ressemble à un scénario film, mais pour 56 000 personnes, c'est un mardi ordinaire. Nous partons à la recherche de tribus. Nous enquêtons sur des villes fantômes de la guerre froide et nous naviguons dans un système de fjords si massif qu'il crée sa propre météo. Mais attention, une fois que vous aurez vu ce qui se cache dans l'ombre du soleil de minuit, vous ne regarderez peut-être plus jamais le pôle Nord de la même façon. Quand on regarde les données, les chiffres cessent d'avoir du sens. Nous commençons notre voyage sur la côte Est, un endroit si accidenté et isolé que, pendant des siècles, le reste du monde a oublié que des gens vivaient ici. Vous voyez, la plupart des voyageurs s'en tiennent à l'ouest, là où se trouve la capitale. Mais l'Est, c'est là que la planète montre ses dents. Nous entrons dans le fjord de Scoresbysund. Pour le dire gentiment, appeler cela un fjord est une insulte. Il s'agit d'un labyrinthe aquatique qui s'étend sur 350 km au cœur de l'île. C'est le plus grand système de fjords sur Terre. Imaginez le Grand Canyon, mais remplissez-le d'eau de mer glacée et déposez-le dans un congélateur. Les falaises, c'est ici à des milliers de pieds directement au-dessus de l'eau noire. La profondeur à elle seule terrifiante, plongeant à plus de 1000 mètres, soit plus de 3000 pieds. Seulement de l'eau vide, cet endroit est vivant. Le capitaine William Scoresby a cartographié cette zone en 1822. Les Inuits connaissaient ces eaux depuis des générations. Ils savaient que géographie spécifique crée un piège pour les icebergs. Des blocs de glace massifs se des glaciers de l'intérieur et restent coincés dans les canaux sinueux du fjord. Ils ne se contentent pas de flotter, ils s'échappent sur le fond marin. Certains de ces icebergs sont grands qu'ils créent leur propre microclimat. Lorsque la marée change, ces montagnes tournent et virent. Les habitants appellent cela la danse des icebergs. Cela semble poétique, mais si vous êtes dans un petit bateau près de l'un d'eux, quand ils décident de se retourner, c'est une condamnation à mort. Cependant, il y a un côté plus
à cette brutalité gelée. Ces eaux profondes sont un sanctuaire. Pendant les mois d'été, le fjord devient une pouponnière. Vous pourriez regarder depuis le pont d'un navire et voir des formes blanches bouger sous la surface. Ce ne sont pas des morceaux de glace, ce sont des bancs de beluga. Ils viennent ici pour se nourrir et élever leurs baleineaux, protégés par la glace. C'est un ballet de beluga dans le théâtre le plus hostile de la Terre. Le silence ici est pesant. Il presse contre vos oreilles. Mais si vous écoutez activement, vous pouvez entendre le pop et le craquement de bulles d'air s'échappant de la glace pendant qu'elles fond, de l'air qui a été piégé là il y a 10 000 ans. Mais juste au moment où vous pensez être complètement seul, vous voyez une tache de couleur à l'horizon. La civilisation se cramponne au rocher par un fil. Essayez de dire ce nom 3 fois rapidement. Itokportormit. Il se situe juste à l'embouchure du fjord de Kangertitivak, sur une péninsule appelée Liverpool. Ce n'est pas seulement reculée, elle est largement comme l'un des établissements les plus isolés de l'hémisphère occidental, fondé en 1925 par un explorateur nommé Einar Mikkelsen. Cette ville n'a pas eu une croissance naturelle. C'est un mouvement stratégique. Environ 80 colons inuits ont été amenés ici depuis Tasiilaq, plus au sud, pour établir une revendication sur la terre. Aujourd'hui, environ 345 personnes seulement vivent ici. La température moyenne, 5 degrés au-dessous de 0 Celsius. Et c'est la moyenne. En hiver, elle chute si bas que l'eau bouillante jetée en l'air se transforme en avant de toucher le sol. Mais voici ce que beaucoup ont négligé à propos de cet endroit. En 2023, la ville a réellement changé de fuseau horaire. Ils ont reculé d'1 heure pour s'aligner davantage sur l'Europe et le reste du Groenland. Imaginez cela, une ville entière décidant de changer le temps lui-même juste pour se sentir un peu moins coupé du monde. La vie ici est différente. Vous ne trouverez pas de centre commercial. Vous trouverez des peaux d'ours polaires séchant sur des râteliers à l'extérieur de maisons en bois coloré. L'hôtel local, qui a fait les gros titres en 2018 pour être la maison d'hôte la plus isolée de la planète, est souvent complet, réservé par des aventuriers qui veulent ressentir ce que c'est que d'être sur. Le paysage sonore de cette ville n'est pas le trafic, c'est le hurlement de chiens de traîneau. Il y a presque autant de chiens ici que de personnes. Ce ne sont pas des animaux de compagnie, ce sont des moteurs. Lorsque la glace de mer gèle, les bateaux sont inutiles. Les chiens sont le seul moyen de parcourir la toundra pour chasser le bœuf musqué flétant. Mais arriver ici est la véritable aventure. Pendant des mois, la glace de mer bloque tous les navires. Le seul lien vital est un voyage en hélicoptère. Mais l'espoir est à l'horizon. Le financement d'un nouvel pôle aéroportuaire en 2025 a été prouvé. Mais pour l'instant, si vous venez ici, vous vous engagez dans l'isolement. Vous pourriez penser qu'une ville aussi petite n'a pas de culture, mais vous auriez tort. Une porte dérobée s'ouvre sur une histoire perdue. Nous nous déplaçons vers le sud maintenant, vers le village de Kulusuk.
La plupart des gens ne s'arrêtent ici qu'à l'aéroport. En allant ailleurs, il manque le véritable trésor. C'est un petit bâtiment modeste que l'on pourrait facilement prendre pour une remise. C'est le musée de Kouloussouk. Contrairement aux grands musées financés par l'État dans la capitale, cet endroit est personnel. Il se concentre entièrement sur le peuple Tunnumi, les Groenlandais de l'Est. Vous devez comprendre que le Groenland oriental s'est développé dans un isolement presque total par rapport à la côte ouest. Leur dialecte, leurs coutumes, leur art, tout est distinct. Ce musée est une affaire de famille. Il est rempli d'artefacts ayant appartenu aux ancêtres des personnes qui le... Nous parlons d'objets qui ont été tenus par des mains chaudes de sang après une chasse il y a 100 ans. À l'intérieur, l'air sent le vieux bois et la poussière. Vous verrez des sculptures complexes faites d'os et de bois de grève. Dans un endroit sans arbres, chaque morceau de bois rejeté par la mer était plus précieux que l'or. Le propriétaire est souvent là, prêt à vous raconter l'histoire, derrière une tête de harpon spécifique ou un tupilak. Un tupilak est une figurine sculptée, traditionnellement fabriquée pour porter une malédiction à un ennemi. Ceux du musée sont inoffensifs maintenant, mais en regardant leurs visages tordus et grimaçants, on peut ressentir la superstition qui régnait autrefois sur ces hivers. C'est un regard intime sur la survie. Cela vous montre que pendant des siècles, la vie ici était un pari quotidien contre les éléments. Mais l'art au Groenland ne concerne pas seulement le passé. Des mains modernes sculptent un nouvel avenir. Dans la ville de Tasiilaq, il y a un bâtiment où le bruit ne s'arrête jamais. C'est le bourdonnement des scies et le grattement des lits. C'est Stock. Cela ressemble à un nom étrange, mais c'est le cœur de l'économie locale. Le Groenland fait l'objet d'une controverse concernant l'exportation de produits d'origine animale. Vous ne pouvez pas facilement emporter de l'ivoire ou de la peau de phoque dans des pays comme les États-Unis. Mais ici, c'est un mode de vie. Chez Stunk, vous pouvez entrer directement et regarder les mettre à l'œuvre. Ils prennent des bois de renne, des cornes de bœuf musqué et parfois de la stéatite et les transforment en sculptures époustouflantes. La chose que personne dit est à quel point ce matériau est difficile à travailler. La renne est une matière dure et impitoyable. Un glissement de l'outil et la pièce est ruinée ou votre doigt est entaillé. Vous pouvez discuter avec les sculpteurs. Ils ne sont pas timides. Ils vous diront comment ils sélectionnent la pièce d'os spécifique, cherchant l'esprit caché à l'intérieur de la forme. C'est une tradition qui remonte à des milliers d'années, mise à jour avec des outils électriques. Ils travaillent également la peau de phoque, cousant des moufles et des bottes étanches qui sont plus chaudes que n'importe quel matériau synthétique que la NASA ait jamais inventé. Un lieu de création, mais tout au Groenland oriental n'est pas en train d'être construit. Certaines choses ont été laissées à pourrir. La guerre laisse des fantômes dans les endroits les plus étranges. Si vous voyagez à environ 50 km de Kouloussouk, vous tombez sur quelque chose qui ressemble au décor d'un film post-apocalyptique. C'est Blue East 2. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains avaient besoin de points d'escale pour acheminer des avions des États-Unis vers l'Europe afin de combattre les nazis. Le Groenland était le porte-avions insubmersible parfait. Ils ont construit des bases sur toute la côte. Nom de code
Oui, Bluey East 2 a été établi en 942. C'était une ruche d'activité, avec des milliers de jeunes Américains frissonnant dans l'obscurité, assurant l'entretien des bombardiers. Puis, en 1947, l'armée de l'air des États-Unis a remballé ses affaires et est partie. Mais ils n'ont pas tout emporté avec eux. Aujourd'hui, milliers de fûts de carburant rouillés jonchent le paysage comme des squelettes métalliques. C'est un contraste saisissant. La rouille rouge vif contre la neige blanche pure et les montagnes de granit gris. Se promener ici est sinistre. On peut trouver les restes squelettiques de vieux camions, les structures de hangars s'effondrant sous 80 ans de neige, et le silence est absolu. C'est un site controversé. Pendant des décennies, les habitants se sont plaints du désordre. C'est de la pollution, oui, mais c'est aussi de l'histoire. C'est un monument à une époque où ce désert glacé était le point stratégique le plus important sur la carte. Parfois, quand le vent siffle à travers les barils de pétrole vides, cela ressemble au rugissement d'un moteur de bombardier B-17 essayant de démarrer dans le froid. Mais la nature reprend lentement possession du fer. La glace vient tout reprendre. Si vous voulez voir où la glace va mourir, allez à Tinitequilak. Ce minuscule village se trouve juste au bord du fjord de Sermilik. Cette étendue d'eau est alimentée par plusieurs glaciers massifs, dont le glacier Helheim, qui est l'une des rivières de glace les plus rapides au monde. Le résultat? Le fjord est étouffé par la glace. Mais étouffé n'est pas le bon mot. C'est une procession. Depuis le village, vous pouvez regarder défiler une parade sans fin de sculptures. Certaines ont la taille de voitures, d'autres ont la taille de cathédrales. Pour les locaux, ce n'est pas seulement un décor, c'est leur épicerie. C'est une communauté de chasseurs. Vous verrez des chiens de traîneaux enchaînés devant les maisons, attendant que la glace d'hiver devienne assez solide pour courir dessus. Quand le fjord gèle, il devient une autoroute. Les chasseurs emmènent leurs traîneaux sur la glace de mer pour trouver des phoques à leur trou de respiration. Le fait incroyable ici est le bruit. On s'attend à la glace soit silencieuse. Elle ne l'est. Le fjord de Sermilik est une salle de concert. Les ice gémissent, craquent et tonnent en se brisant. C'est un rappel constant que le paysage est en mouvement. En été, l'eau est si pleine de glace que les bateaux doivent naviguer dans un labyrinthe en perpétuel changement. C'est un jeu de patience dangereux. Mais nous quittons la côte est maintenant. Nous nous dirigeons vers le sud, là où l'histoire remonte bien plus loin que la Seconde Guerre mondiale. Les Vikings étaient ici les premiers et ils ont laissé un avertissement. Nous avons traversé jusqu'à la pointe sud de l'île. Bienvenue à Nanortalik. Le nom signifie lieu des ours polaires, car au printemps, la glace de mer transporte des ours juste devant la ville. Mais nous sommes ici pour les bâtiments. Nanortalik possède le musée en plein air le plus complet du Groenland. Nous parlons d'une collection de bâtiments préservés des années 1800 et du début des années 1900. C'était un port colonial. Vous pouvez entrer dans l'ancienne maison du gras, où la graisse de baleine était transformée en huile pour éclairer les réverbères de l'Europe. Mais l'histoire est plus profonde. Dans certains endroits, le passage n'a que 500 mètres de large. Cela semble beaucoup jusqu'à ce que l'on réalise que les falaises de chaque côté s'élèvent à 1000 mètres directement dans les nuages. C'est un canyon d'eau. Et il est actif. Des glaciers se déversent depuis la calotte glaciaire directement dans le détroit. Vous naviguez devant des murs de glace bleue qui s'effondrent constamment. Le son du tonnerre résonne sur les parois de granit.
Mais il n'y a pas de nuages dans le ciel, c'est le bruit du vélage des glaciers. En 1959, les Américains ont construit une station météorologique ici, Bluey East One. C'est un poste de signalisation vital. Il existe une histoire à propos du navire Hans. En 1959, lors de son voyage inaugural, il a percuté un iceberg au sud d'ici et a sombré avec tout l'équipage. C'est le prince Christian Sound qui a capté le signal de détresse, mais la tempête était trop violente pour que quiconque puisse intervenir. Aujourd'hui, l'eau est plus calme, mais le danger est toujours présent. Les courants de marée maintiennent le détroit en grande partie libre de glace, mais en grande partie est un terme relatif au Groenland. Vous levez les yeux et voyez des cascades dévaler des milliers de pieds le long des parois rocheuses, alimentées par la fonte de la calotte glaciaire au-dessus. C'est magnifique, mais c'est aussi un rappel du volume impressionnant d'eau emprisonnée dans cette île. Mais si vous pensez que ces falaises sont hautes, attendez de voir ce qui suit. Nous allons à l'endroit que les grimpeurs appellent le Grand Mur. Voyez-vous, la plupart des gens imaginent le Groenland comme une glace blanche et plate. Mais dans le sud, la Terre a décidé de frapper le ciel. Nous entrons dans le fjord de Tasermjut. Ce n'est pas seulement un paysage, c'est un défi. Les parois rocheuses s'élèvent ici jusqu'à 2000 mètres, soit plus de 6500 pieds, directement hors de l'eau. Pour le dire simplement, c'est le Saint Graal pour les grimpeurs. Ils l'appellent la Patagonie arctique. Le granit ici est plus propre, plus raide et plus terrifiant que presque partout ailleurs sur la planète. Imaginez-vous au pied d'un mur qui fait 3 fois la hauteur de la Burj Khalifa. Imaginez maintenant essayer de l'escalader avec des doigts gelés, alors que le vent essaie de vous décoller du rocher comme un autocollant. La montagne connue sous le nom d'Ulamertorsuaq est la star ici. Sa face ouest est une paroi verticale qui défie la gravité. On dirait que quelqu'un a pris un couteau géant et a tranché la montagne en deux. Mais l'histoire ici ne concerne pas seulement les accros à l'adrénaline. Pendant des siècles, les Inuits sont venus ici pour l'omble, un type de poisson qui remplit les rivières. L'eau est turquoise, alimentée par la farine glaciaire provenant de la calotte glaciaire. Elle a l'air tropicale comme celle des Caraïbes, jusqu'à ce que vous y trempiez la main et ressentiez le choc paralysant d'une eau 33 degrés. Ce que beaucoup ont négligé, c'est le silence. Dans la plupart des chaînes de montagne, on entend des oiseaux, des insectes, le bruissement des arbres. Ici, c'est un silence de mort. Le seul son est l'éboulement occasionnel de pierres résonnant comme un coup de feu à travers la vallée. C'est un paradis pour les braves. Mais la nature ici est indifférente à vos compétences. Si vous glissez, les secours sont à des jours de distance. Mais juste au coin de la rue, le paysage joue un tour à vos yeux. La glace laisse place à une forêt secrète. Vous marchez à travers une forêt dense de mélèzes de Sibérie et d'épicéas. Vous sentez l'odeur des aiguilles de pin. Vous entendez le vent dans les branches. Et puis vous vous rappelez, vous êtes au Groenland. C'est l'arboretum groenlandais. Il ne devrait pas exister. Les arbres n'ont pas leur place ici, mais à Narsarsuaq, un microclimat et des scientifiques déterminés ont créé un miracle botanique. Il y a plus de 50 000 arbres ici, comprenant 110 espèces différentes provenant de toutes les régions froides du monde. C'est une expérience pour voir ce qui survivra à mesure que le monde se réchauffe. Mais les arbres cachent un passé plus sombre.
Narsarsuaq n'a pas été construit pour la botanique, il a été construit pour la guerre. En 1941, l'armée américaine y a construit une base aérienne massive, nom de code Bluey West 1. C'est devenu un site hospitalier critique. Pendant l'invasion de Normandie, les soldats blessés étaient transportés ici par avion avant d'être renvoyés aux États-Unis. Des milliers de jeunes hommes ont saigné sur ce sol, à des milliers de kilomètres de chez eux. La piste est toujours là. C'est la porte d'entrée vers le sud. Et en 2026, un nouvel aéroport international doit ouvrir, changeant cette ville tranquille pour toujours. Le contraste est saisissant. D'un côté de la rivière, vous avez les squelettes en béton des casernes militaires et une piste massive. De l'autre côté, directement en face du fjord, se trouve Brattahlid, l'endroit où Éric le Rouge s'est installé il y a 1000 ans. Vous vous tenez entre l'âge viking et l'ère du jet. Mais le fait le plus sauvage est le sol lui-même. La terre ici s'élève. Parce que la lourde calotte glaciaire fond et recule, le poids se retire de la croûte terrestre. La terre s'élève de 2 à 4 cm chaque année. La terre est littéralement en train de rebondir. Mais nous n'en avons pas fini avec les étranges contrastes du sud. Les rochers commencent à porter des visages humains. Nous accostons à Qaqortoq, la capitale du Sud. On s'y sent différent. Les maisons sont éclaboussées de couleurs vives, rouges, jaunes, bleues. Grimpant les collines escarpées comme un amphithéâtre chaotique. Mais regardez les rochers de plus près. En 1993, une artiste nommée Aka Hug a lancé un projet appelé Stone and Man. Elle ne voulait pas que l'art reste enfermé dans un musée. Elle voulait que la ville elle-même soit la toile. Aujourd'hui, plus de 40 sculptures massives sont gravées directement dans les blocs de granit dispersés dans la ville. Vous tournez au coin d'une rue et un visage vous fixe depuis la falaise. Vous passez devant un mur et voyez des baleines sculptées dans la pierre. Cela transforme la ville entière en une chasse au trésor. Mais Qaqortoq ne concerne pas seulement l'art. C'est une question de richesse. Non loin d'ici se trouve la mine d'or de Nalunaaq. Oui, de l'or. Le Groenland repose sur des richesses minérales que le monde commence tout juste à convoiter. Et ici même, en ville, se trouve la seule tannerie du pays, Great Greenland Fur House. C'est là que la peau de phoque est transformée en mode. C'est une industrie controversée pour le monde extérieur, mais ici, c'est une question de survie. Ils utilisent chaque partie de l'animal. La viande nourrit les familles et la peau devient des manteaux capables de survivre à un blizzard. L'histoire remonte à 1774, lorsqu'elle fut fondée sous le nom de Julian Hab. Elle a toujours été une plaque tournante commerciale. Mais la chose la plus choquante à propos de Qaqortoq est la température. En été, elle peut atteindre 70 degrés Fahrenheit. Les gens se promènent en t-shirt tandis que des icebergs flottent dans le port. On s'y sent civilisé, presque européen. Mais ne vous installez pas trop confortablement. Le sol est sur le point de bouillir sous vos pieds. Imaginez-vous en train de vous mettre en maillot de bain alors que la température de l'air est glaciale et qu'un iceberg dérive à quelques centaines de mètres de vous. Bienvenue à Unartok. C'est une île inhabitée, mais elle recèle un cadeau géologique. Bien qu'il existe des milliers de sources chaudes au Groenland, la plupart sont trop froides ou trop difficiles d'accès. Unartok est la seule qui soit parfaite. L'eau y jaillit de la terre à une température idéale de 100 degrés Fahrenheit. Ce que personne ne vous dit, c'est l'histoire de cette eau. Les Vikings adoraient cet endroit. Des légendes racontent que Leif Erikson lui-même se serait prélassé dans ces bassins avant de partir à la découverte de l'Amérique du Nord. Il croyait que l'eau avait des pouvoirs de guérison. Pendant 1000 ans,
chasseurs et voyageurs se sont arrêtés ici pour dégeler leurs eaux gelées. C'est une expérience surréaliste. Vous êtes assis dans une eau chaude et fumante, entouré de fleurs sauvages jaunes, regardant des sommets montagneux déchiquetés et couverts de neige. Cela joue des tours à votre cerveau. Votre corps dit « vacances tropicales », mais vos yeux disent « expédition arctique ». La physique est fascinante. L'eau est chauffée par la friction profonde dans la croûte terrestre, et non par une activité volcanique comme en Islande. C'est une anomalie géothermique. Mais alors que vous vous détendez dans la vapeur, vous regardez de l'autre côté de l'eau une tragédie. Une civilisation a disparu juste de l'autre côté de la baie. Nous y sommes, le point zéro d'un mystère vieux de 500 ans. Nous nous tenons dans les ruines de l'église de Valsøy. C'est le bâtiment nordique le mieux conservé du Groenland. Les murs de pierre sont toujours debout, épais et imposants, construits par des mains vikings au XIIe siècle. Mais c'est ce qui s'est passé ici en 1408 qui donne des frissons. Un dimanche de septembre 1408, un mariage a eu lieu ici. Thorstein Olafsson a épousé Sigrid Björnsdottir. Nous en avons la trace écrite dans les archives du Vatican. Et c'est tout. Ce mariage est le tout dernier mot écrit que nous ayons jamais entendu des Groenlandais nordiques. Après ce jour, le silence. Des milliers de personnes qui vivaient ici depuis près de 500 ans ont tout simplement disparu. Sont-ils morts de faim alors que le climat se refroidissait? Ont-ils fait leurs bagages et sont-ils partis? Se sont-ils heurtés aux Inuits? En marchant à l'intérieur de l'église sans toit, on peut ressentir le poids de ce silence. La maçonnerie de pierre est impeccable. Ils ont utilisé des éclats de roche pour combler les interstices entre les blocs massifs. Ils ont construit cela pour durer éternellement. Mais les gens n'ont pas duré. Les archéologues n'ont trouvé aucun signe de massacre. Pas de fosse commune. C'est comme s'ils avaient simplement éteint les lumières et étaient partis. Les fenêtres de l'église donnent sur le fjord. C'est la même vue que les invités du mariage ont vue il y a 600 ans. L'herbe est tout aussi verte. Les moutons paissent toujours ici. Mais les fantômes des Nordiques, ils sont partout. C'est un rappel que la nature gagne toujours à la fin. Mais en parlant de moutons, le paysage ici est trompeur. Nous entrons dans le grenier de l'Arctique. Si vous vous réveillez ici sans savoir où vous êtes, vous pourriez deviner que vous êtes en Écosse ou en Nouvelle-Zélande. De vertes collines vallonnées, des troupeaux de moutons blancs paissant paisiblement, des tracteurs bottelant le foin. Mais c'est toujours le Groenland. C'est le seul endroit de l'île où l'agriculture est possible. Il y a environ 50 fermes dans le sud. Et elles ne font pas que survivre, elles se développent. L'agneau de cette région est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Pourquoi? Parce que les moutons errent librement dans les montagnes tout l'été, mangeant des herbes sauvages, du thym et des baies. Ils se marinent de l'intérieur vers l'extérieur. Mais voici la controverse. L'agriculture devient plus facile. À mesure que le climat se réchauffe, la saison de croissance s'allonge. Les agriculteurs cultivent désormais des pommes de terre, des navets et expérimentent même les fraises. Pour le reste du monde, le réchauffement climatique est une menace. Ici, c'est une opportunité commerciale. Mais il n'y a pas que les moutons. Il y a aussi une station de rennes massive ici. Imaginez un cow-boy, mais au lieu d'un cheval, il est sur une motoneige et au lieu de bétail, il rassemble des rennes semi-sauvages au bois massif. La vie dans ces fermes est isolée.
Vous êtes à des kilomètres de la ville la plus proche. Vous dépendez de votre générateur et de votre bateau. Si vous manquez de sucre, c'est un trajet de 2 heures en bateau jusqu'au magasin. C'est une vie rude, solitaire et belle. Mais nous avons encore un arrêt dans le sud, avant de nous diriger vers la capitale. L'Aigle vous surveille depuis le clocher. Nous nous déplaçons vers le nord en remontant la côte ouest vers la ville de Paamute. Les habitants appellent cet endroit la demeure de l'Aigle à queue blanche. Ces oiseaux massifs, avec une envergure de 8 pieds, sont partout ici. Ils glissent au-dessus de la ville comme des planeurs préhistoriques. Mais le joyau de la couronne de Paamute est l'église. Construite en 1909, c'est sans doute la plus belle église en bois du Groenland. Elle a été conçue par un architecte danois dans le style des églises en bois debout norvégiennes. Elle est peinte d'un rouge vif et frappant avec des boiseries blanches. À l'intérieur, c'est un chef-d'œuvre de menuiserie. L'acoustique est parfaite. Mais l'histoire de Paamute est liée au brouillard. Cette zone est connue pour être notoirement brumeuse et humide. Cela faisait de la navigation un cauchemar pour les premiers marins. Le clocher de l'église servait de sorte de phare. Un point de repère que les marins pouvaient repérer lorsque le brouillard se levait pour un bref instant. Il y a un fait sauvage concernant la population ici. Paamute a lutté. À mesure que la morue disparaissait des eaux, les gens sont partis. La ville dégage une impression de mélancolie. Des maisons vides, des rues calmes, mais les aigles restent. Ils nichent dans les falaises juste au-dessus de la ville. Si vous avez un zoom, vous pouvez les voir nourrir leurs poussins. C'est une ville qui conserve sa dignité, ancrée par cette magnifique église rouge. Mais maintenant, nous laissons les villages tranquilles derrière nous. Nous nous dirigeons vers la grande ville, où l'ancien rencontre l'asphalte. Vous voyagez dans le silence depuis des jours. Glace, roche, eau. Puis, vous tournez à un angle et voyez quelque chose qui fait bugger votre cerveau. Des feux de signalisation, des blocs d'appartements de grande hauteur, un centre commercial. Bienvenue à Nuuk. C'est la capitale la plus septentrionale de la planète. Mais ne l'appelez pas un village endormi. C'est une ville en plein essor. Avec une population de près de 20 000 personnes, Nuuk abrite presque un tiers de la population totale du pays. Pour le dire simplement, cet endroit est en pleine explosion. Des grues de construction se balancent au-dessus de l'horizon comme des oiseaux métalliques géants. Un nouveau terminal d'aéroport international massif a ouvert en 2024, connectant enfin cette ville isolée directement aux Amériques et à l'Europe sans escale. Mais regardez la toile de fond. La ville est éclipsée par la montagne Sermitsiaq. Son sommet emblématique en forme de sel s'élève à 4000 pieds tout droit, surplombant les cafés et les boutiques de mode. L'histoire ici est un bras de fer, fondé en 1728 par le missionnaire danois Hans Egede. Elle s'appelait à l'origine Godthob, Bonne Espérance. Il se venut ici pour trouver les Vikings nordiques, seulement pour découvrir qu'ils étaient répartis. Au lieu de cela, il a trouvé les Inuits et la colonisation moderne a commencé. Aujourd'hui, Nuuk est un melting pot. Vous entendrez parler danois, groenlandais, anglais et philippins dans le bus. C'est une ville d'extrême. Vous pouvez jouer 18 trous de golf sur un parcours qui change avec la marée, ou faire du ski sur une piste qui se termine juste au niveau de la piste de l'aéroport. L'énergie ici est frénétique. On dirait une ville qui essaie de rattraper le reste du monde en une seule génération. Mais sous le béton et le verre, les anciens morts attendent. Ils sont figés dans le temps depuis 5 siècles. Descendez jusqu'au vieux port colonial. Dans un bâtiment d'entrepôt jaune, vous trouverez le Musée national du Groenland. Ce n'est pas seulement une collection de vieilles cuillères et de kayaks. C'est la demeure des momies de Qilakitsoq. En 1972, des chasseurs ont trouvé une tombe sous un surplomb rocheux, loin au nord. À l'intérieur, parfaitement préservé par l'air sec et glacial, se trouvaient les corps de 6 femmes et de 2 enfants. Ils sont morts vers l'an 1475. Lorsque vous entrez dans la pièce faiblement éclairée,
Vous regardez les visages de personnes qui vivaient avant que Colomb ne navigue vers l'Amérique. Vous pouvez voir leurs tatouages, vous pouvez voir les coutures sur leurs vêtements en fourrure. Vous pouvez même voir les cils du bébé. C'est envoûtant, c'est beau et c'est terrifiant. Le musée raconte l'histoire des vagues de migration. Le peuple Sakak qui vivait ici il y a 4000 ans. La culture de Dorsey qui a disparu mystérieusement. Et la culture de Thulé, les ancêtres directs des Groenlandais modernes. Ce que beaucoup ont négligé, c'est la technologie. Vous voyez des outils fabriqués à partir de fer météoritique. Avant d'avoir des contacts avec l'âge du fer de l'Europe, les Inuits forgeaient des outils à partir de météorites tombés de l'espace. Le musée est un témoignage de l'ingéniosité humaine. Il prouve que vivre ici ne consistait pas seulement à survivre. Il s'agissait de maîtriser l'impossible. Mais si le musée concerne le passé, la prochaine étape concerne l'avenir des loisirs. Imaginez nager nu tout en regardant un blizzard. Dans un pays où l'océan vous tue en quelques minutes, apprendre à nager est compliqué. C'est pourquoi Nuuk a construit Malik. De l'extérieur, le bâtiment ressemble à une vague figée en plein mouvement. Le toit s'alourdit et plonge, imitant le paysage. À l'intérieur, c'est une oasis tropicale. Toute la paroi frontale est une vitre du sol au plafond. Vous nagez dans une piscine chauffée en regardant directement le fjord gelé. C'est un tour visuel surréaliste. Vous regardez la neige lourde s'écraser contre la vitre, le vent hurlant à 50 000 par heure, pendant que vous flottez dans une eau à 80 degrés Fahrenheit. Pour les habitants, c'est le centre de la communauté. C'est là que les enfants apprennent à respecter l'eau avant même de monter dans un bateau. Il y a un bain à remous à l'extérieur sur le pont. Vous courez à travers l'air glacial, sautez dans l'eau chaude et restez assis là pendant que vos cheveux gèlent en stalactites. C'est l'expérience ultime du spa nordique. Le nom Malik signifie vague en groenlandais, et cela lui va bien. Mais l'architecture à Nuuk devient encore plus sauvage juste au bout de la rue. Les aurores boréales ont été transformées en bois. En marchant dans le centre de Nuuk, vous voyez un bâtiment qui ondule. C'est Qatuaq. L'architecte a conçu la façade en bois pour qu'elle ressemble à l'aurora borealis, les aurores boréales. Ondulant sur le sol. Elle imite également la forme des icebergs dérivant dans l'eau. Ouvert en 1997, c'est le salon de la ville. C'est à la fois un cinéma, une salle de concert et une galerie d'art. La chose que vous devez comprendre est l'isolement. Avant Qatuaq, voir un film à succès ou un groupe international en direct était un rêve rare. Maintenant, Nuuk est sur le circuit. Vous pourriez entrer et entendre un groupe de heavy metal chanter en groenlandais, suivi d'un concerto pour violon classique. La lumière du soleil inonde les hautes fenêtres, projetant des ombres qui bougent comme un cadran solaire. C'est la preuve que la culture prospère même à la limite du monde habitable. C'est un cœur chaleureux et rayonnant dans une ville froide. Mais tout l'art ici n'est pas brillant et joyeux. Certains tableaux portent une lourde malédiction. Ceci n'est pas votre galerie d'état standard. Le musée d'art de Nuuk a commencé comme une collection privée. Un homme d'affaires nommé Sven Junge et sa femme Helen ont passé une vie entière à accumuler de l'art. En 2005, ils ont tout donné à la ville. Il est logé dans un bâtiment qui ressemble à une ancienne église adventiste. À l'intérieur, c'est bondé, plus que bondé. Les murs sont couverts de peintures qui montrent le Groenland du passé.
Mais ce sont les sculptures qui volent la vedette. Des salles remplies de figurines en stéatite et en os. Des tupilaks, les monstres spirituels, vous fixent depuis des vitrines. Certains sont grotesques, avec des dents et des yeux exorbités. D'autres sont incroyablement délicats. Vous voyez l'évolution du regard que les Inuits portent sur eux-mêmes. Des figures effrayantes et spirituelles, de l'ère chamanique à l'art moderne et politique de la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a une mélancolie ici. De nombreuses peintures montrent un mode de vie qui disparaît. Les traîneaux à chiens remplacés par des motoneiges, les kayaks remplacés par des vedettes en fibre de verre. C'est une éloge funèbre visuelle pour l'ancien Arctique, mais pour comprendre le coût réel de cette vie ancienne, vous devez la sentir. Nous allons dans un endroit qui sent le fer et la graisse. Ouvrez la porte, et l'odeur vous frappe instantanément. C'est un parfum terreux et piquant de peau tannée et d'huile. C'est Kitat. C'est un économusée, un musée vivant. Ici, des femmes font ce que leurs ancêtres ont fait pendant des milliers d'années, préparer des peaux de phoque. Mais ce n'est plus pour la surface. C'est pour l'identité. Elles fabriquent le costume national. Le costume des femmes du Groenland occidental est un déploiement éblouissant de couleurs. Des bottes hautes, en peau blanche brodée, des shorts en phoque et un chemisier couvert de milliers de minuscules perles de verre. Vous les regardez gratter la graisse des peaux. C'est un travail brutal et physique. Le fait sauvage et le travail des perles. Un seul col peut peser plusieurs livres et prendre des mois à coudre. Ces costumes ne sont pas bon marché. Un ensemble complet peut coûter aussi cher qu'une petite voiture. Mais pour un Groenlandais, c'est la possession la plus importante qu'il détient. Il les porte pour les confirmations, les mariages et les remises de diplômes. Kita maintient le savoir vivant. Si ces femmes s'arrêtaient de coudre, les techniques disparaîtraient en une génération. Mais la ville nous étouffe maintenant. Nous devons retourner à l'état sauvage. L'arrière-cour de cette ville est plus grande que certains pays. Vous montez sur un bateau dans le port et en 10 minutes, la ville a disparu. Vous êtes maintenant dans le système de fjord de Nuuk. C'est le deuxième plus grand système de fjord au monde. Il s'étend sur 160 km. À l'intérieur des terres, c'est le terrain de jeu de la capitale. Le week-end, il semble que chaque personne à Nuuk soit ici. L'eau est profonde et riche. Elle regorge de morues et de sébastes. Vous naviguez devant des cascades qui tombent du ciel. Vous naviguez à travers des canaux si étroits que vous pouvez presque toucher les parois, puis déboucher dans des baies larges de plusieurs milles. Ce que beaucoup ont négligé, c'est la culture des cabanes. Cachées dans les criques se trouvent des centaines de minuscules huttes. Pas d'électricité, pas d'eau courante, juste un poêle et une vue. C'est là que le Groenlandais moderne se reconnecte avec la terre. Il chasse, il pêche, il respire. Au fond du fjord, il y a un endroit spécifique où le saumon remonte. C'est l'un des rares endroits au Groenland où l'on peut trouver du saumon atlantique. Mais si vous continuez à aller plus loin, vous trouvez un établissement qui refuse de mourir. Les saumons ont leur propre village ici, au fond du système de fjord de Nuuk, à environ 75 km de la capitale.
se trouve un village qui refuse d'avoir du sens. C'est Kapisilit. Le nom signifie littéralement « le saumon ». Vous voyez, les saumons sont rares au Groenland. Ils se reproduisent généralement dans des rivières en Europe ou en Amérique du Nord et ne viennent ici que pour se nourrir. Le musée est un témoignage de l'ingéniosité humaine. C'est le seul endroit au Groenland avec une population de saumons reproducteurs. Ils ont été isolés ici pendant des milliers d'années. Le village lui-même est minuscule. Nous parlons de 50 personnes. Il n'y a pas de magasin, juste un seul Piler Suisok, le dépôt de ravitaillement géré par l'État. Mais le vrai secret se cache derrière le village. Si vous marchez pendant 4 heures sur la toundra en combattant des moustiques de la taille d'oiseaux, vous atteignez une vue qui brise votre cerveau. Vous regardez en bas le fjord de glace Kangersunek, alors que tout le monde va à Ilulissat dans le nord pour la glace. Cet endroit est le joyau caché. Le glacier à l'extrémité de ce fjord rejette des millions de tonnes de glace. Mais parce qu'il est si loin à l'intérieur des terres, personne ne le voit. La glace est entassée, blanche et bleue, s'étendant à perte de vue. Le silence est total. Pas de bateau, pas d'avion, juste la glace qui craque. Les habitants de Kapisilit vivent au bord de ce géant gelé. Ils survivent en chassant et en pêchant, menant une vie qui n'a pas beaucoup changé depuis des décennies, même si la capitale est en plein essor à seulement un trajet en bateau. Mais tout isolement n'est pas synonyme de souffrance. Parfois, il s'agit du meilleur repas de votre vie. Imaginez que vous êtes sur un bateau. Vous lancez une ligne dans l'eau profonde, en quelques secondes, vous remontez un sébaste acadien rouge vif. 1 heure plus tard, vous êtes assis dans une cabane chaleureuse, mangeant ce poisson précis, cuisiné par un chef professionnel avec un verre de vin blanc à la main. Bienvenue à Kuknuan. C'était autrefois une ferme de moutons. Maintenant, c'est le restaurant haut de gamme le plus reculé que vous visiterez jamais. Il n'y a pas de route pour arriver ici. Vous devez venir par bateau. En été, la vallée derrière le restaurant est luxuriante et verte. On dirait la Suisse sous stéroïdes. Les montagnes sont en granit noir déchiqueté, coiffées de neige blanche, encadrant parfaitement la vallée verte. C'est un refuge d'été pour les habitants de Nuuk. Ils viennent ici pour échapper au béton. Vous dormez dans des cabines qui servaient autrefois à loger les ouvriers agricoles. C'est rustique, mais le luxe réside dans l'emplacement. Pour dire les choses simplement, c'est surréaliste. Vous mangez de la cuisine gastronomique dans un endroit où, si vous marchiez 5000 dans la mauvaise direction, vous seriez dans une nature sauvage inexplorée. Mais la paix de Kukt est un mensonge. Le fjord cache des cicatrices. Juste en bas de la côte, une ville entière a été laissée à pourrir. Nous approchons de Kangjek. De loin, cela ressemble à un village normal. Vous voyez des maisons colorées, une église, un magasin. Mais ensuite, vous remarquez quelque chose. Il n'y a pas de fumée qui sort des cheminées. Il n'y a pas de bateau dans le port. Il n'y a pas de chien qui aboie. Kangjek est une ville fantôme. Cet endroit est le point zéro de l'un des moments les plus controversés de l'histoire groenlandaise. Dans les années 1960 et 70, le gouvernement danois a décidé de moderniser le Groenland. Ils ont appelé cela la politique G60. Ils voulaient déplacer les gens des petits villages inefficaces vers les grandes villes comme Nuuk. Kangjek a été dépeuplé.
Le courant a été coupé, le magasin a été fermé. Les gens ont été forcés de quitter leur maison et d'emménager dans des immeubles en béton dans la ville. Marcher dans Khanjek aujourd'hui est effrayant. Vous pouvez regarder par les fenêtres et voir des tasses à café toujours posées sur les tables, des rideaux pourrissant au soleil, des jouets laissés sur le sol. C'est une capsule temporelle de 1974. Mais Khanjek n'était pas n'importe quel village. C'est là que Han Segede, le colonisateur, a vécu pour la première fois avant de fonder Nuuk. C'était une plaque tournante majeure. C'était aussi la maison d'Aaron de Khanjek, un célèbre chasseur et artiste qui a peint l'histoire orale des Inuits. Il a documenté les vieilles légendes et les batailles avec les Vikings. Maintenant, les toits s'effondrent. Les tempêtes rongent lentement les bâtiments. C'est un monument triste et silencieux à une politique qui a changé le pays à jamais. Mais il y a une autre ville fantôme à proximité, et celle-ci est industrielle. L'odeur de vieille huile flotte toujours dans l'air. Si Khanjek est une tragédie, Nordafar est une épave. Cet endroit, également connu sous le nom de Ferinhavn, le port féroïen, était autrefois un port international bourdonnant. Au milieu du XXe siècle, c'était là que les flottes de pêche des îles Féroé, de Norvège et du Portugal venaient traiter leurs prises. C'était presque comme un pays séparé. Il avait ses propres lois, son propre hôpital, ses propres divertissements. C'était un endroit rude et difficile, où des milliers de marins travaillaient 18 heures par jour à saler la morue. Puis, la morue s'est effondrée, le poisson a disparu, et l'argent aussi. En 1990, la station a été abandonnée. Aujourd'hui, on dirait qu'une bombe a explosé. De massifs réservoirs d'huile rouillent au bord de l'eau. Les bâtiments de l'usine se sont effondrés en tas de métal tordu et de béton. Il est dangereux de marcher ici. Les planches du sol sont pourries. Il y a des fosses profondes, remplies d'eau stagnante, mais c'est fascinant. Vous pouvez trouver de vieux journaux de bord dans les bureaux, écrits en féroïen. Vous pouvez voir les machines qui servaient autrefois à nourrir l'Europe. C'est un rappel de la fragilité de l'économie ici. Un changement de température de l'océan, un banc de poissons manquant, et une ville se transforme en chaos. Mais tous ces fjords, toute cette eau, tout cela vient d'un seul endroit. Nous nous dirigeons vers la source. La mer de toute la glace. Nous avons volé vers l'intérieur des terres maintenant. Nous sommes au bord du monstre. C'est la calotte glaciaire du Groenland. L'Indland 6. Pour le dire simplement, l'échelle de cette chose est impossible à comprendre. Elle couvre 80% du pays. C'est 3 fois la taille du Texas. Au centre, la glace fait plus de 3 km d'épaisseur. C'est 2000 de glace solide qui pèsent sur le socle rocheux. Si toute cette calotte venait à fondre, le niveau mondial de la mer monterait de 7 mètres. C'est plus de 20 pieds. Adieu Miami, adieu Bangladesh. Nous nous tenons au point 66-0, près de la ville de Kangerlussuaq. C'est l'un des rares endroits où l'on peut conduire un camion jusqu'au bord de la glace. Le mur de glace s'élève comme une forteresse. Il est sale au bord, couvert de poussière et de limon. C'est ce qu'on appelle la cryoconite. Elle absorbe le soleil et accélère la fonte. Mais posez le pied sur la glace et vous entrez dans un monde différent. Le vent ici est constant.
C'est un vent katabatique, de l'air froid et lourd qui tombe du sommet de la calotte glaciaire et se précipite vers la mer. Mais la glace cache des secrets. Pendant la guerre froide, l'armée américaine a construit une base à l'intérieur de la glace appelée Camp Century. Ils prévoyaient d'y stocker des missiles nucléaires, ils l'alimentaient avec un réacteur nucléaire portable, ils l'ont abandonné en 1966, pensant que la neige l'ensevelirait à jamais. Mais ce que beaucoup ont négligé, c'est que la glace bouge et fond. On craint que les déchets toxiques laissés sur place ne finissent par être exposés, et il n'y a pas que des bases. En 1992, un avion de chasse P-38 Lightning de la Seconde Guerre mondiale a été déterré de la glace. Il avait été enseveli sous 260 pieds de neige en seulement 50 ans. Ils l'ont appelé Glacier Girl. La glace est une machine à remonter le temps. Elle emprisonne des bulles d'air qui nous disent à quoi ressemblait l'atmosphère il y a 100 000 ans. Mais en ce moment, la glace pleure. Vous pouvez l'entendre. Des rivières d'eau de fonte, d'un bleu éclatant, se précipitent à la surface et plongent dans des trous profonds appelés moulins. Ce sont des puits verticaux qui vont jusqu'au fond. L'eau lubrifie la base du glacier, le faisant glisser plus vite vers l'océan. C'est beau. Mais c'est une beauté terrifiante. Vous vous tenez sur le moteur du climat mondial et le moteur surchauffe. Mais juste à côté de ce désert gelé, il y a de la vie. Une bête préhistorique attend au bord de la route. À seulement quelques milles de la calotte glaciaire principale, se trouve le glacier Russell. C'est le visage de la glace. Il se dresse à 60 mètres de haut, un mur de falaises fracturé de blanc et de bleu. En été, vous pouvez vous asseoir sur les rochers et regarder des morceaux de la taille de maison se détacher et s'écraser dans la rivière en dessous. Le son est comme le tonnerre. Il secoue le sol sur lequel vous vous tenez. Mais détournez le regard de la glace. Regardez la toundra. Vous pourriez voir une grande forme sombre bouger. On dirait un rocher. Jusqu'à ce qu'il se lève. C'est le bœuf musqué. Ces animaux ont l'air de sortir tout droit de l'âge de glace, et c'est le cas. Ils ont côtoyé les mammouths et les tigres à dents de sabre. Les mammouths ont disparu, mais le bœuf musqué a survécu. Ils sont bâtis comme des chars d'assaut. Ils possèdent des cornes massives et incurvées, ainsi qu'un pelage qui descend jusqu'à leurs genoux. Sous ce manteau extérieur hirsute se trouve le kiviut, une laine intérieure 8 fois plus chaude que la laine de mouton et plus douce que le cachemire. C'est l'une des fibres les plus chères au monde. Mais n'essayez pas de les caresser. Les bœufs musqués sont grincheux. S'ils se sentent menacés, ils ne fuient pas. Ils forment un cercle défensif, cornes vers l'extérieur, où ils chargent. Et ils sont rapides.
Voir un troupeau de bœufs musqués paître devant un immense glacier bleu est l'un de ces moments National Geographic qui semblent irréels. Mais ici, c'est juste un mardi après-midi ordinaire. Mais nous n'en avons pas fini avec les défis physiques. Pour voir la véritable nature sauvage, il faut marcher. Si vous voulez vraiment vous faire du mal, vous faites la randonnée de l'ACT. L'Arctic Circle Trail est l'une des randonnées de longue distance les plus reculées au monde. Elle s'étend sur 160 km, de la limite de la calotte glaciaire jusqu'à la côte. Il n'y a pas de ville, pas de réseau mobile, pas de route. Juste vous, votre lourd sac à dos et le silence. Cela prend généralement 9 à 11 jours. Vous dormez dans de minuscules cabanes en bois dispersées le long du sentier. Ou dans votre tente. Le paysage change constamment. Vous passez de dunes sèches, semblables au désert, près de la glace, à des vallées verdoyantes et luxuriantes, puis à des zones humides marécageuses. Et c'est là le piège, les zones humides. En juin et juillet, les moustiques ne sont pas seulement ennuyeux, ils sont une plaie. Les randonneurs portent des filets de tête et des vêtements épais même quand il fait chaud. Car si vous exposez votre peau, vous serez mangé vif. Mais en 2019, les randonneurs ont fait face à une nouvelle menace, le feu. La toundra, qui est censée être gelée, a pris feu. La tourbe a séché et a brûlé pendant des semaines. Les randonneurs ont dû être évacués. Ce fut un signal d'alarme montrant que l'Arctique change rapidement. Mais si vous survivez aux insectes et aux ampoules, vous atteignez la côte et vous trouvez une ville qui aime les rochers presque autant qu'elle aime les chiens. Nous entrons dans la deuxième ville. Nous sommes arrivés à Sisimiut. C'est la deuxième plus grande ville du Groenland, située juste au nord du cercle polaire arctique. C'est une ville ouvrière et robuste. Mais à l'intérieur de l'école professionnelle locale KTI se trouve un coffre au trésor. Le Groenland est le rêve d'un géologue. Comme il n'y a pas de couverture végétale, les roches sont directement sous vos yeux. La collection de minéraux KTI est un joyau caché. Elle abrite des échantillons de roches provenant de tout le pays. Voyez-vous, le Groenland est vieux. Certaines roches ici sont vieilles de 3,8 milliards d'années, la croûte la plus ancienne de la Terre. Mais c'est ce qui se trouve à l'intérieur des roches qui compte, rubis, saphirs, or, terre rare. Pendant des décennies, la glace a recouvert ces trésors. Aujourd'hui, à mesure que la glace recule, les prospecteurs affluent. La collection présente des rubis bruts encore incrustés dans la roche mère. Ils sont roses et rouge sang. Cela représente l'économie future du Groenland. Peuvent-ils extraire ces richesses sans détruire l'environnement vierge que nous venons de traverser? C'est la grande question. Les étudiants ici apprennent à être les mineurs et les ingénieurs de demain. Ils tiennent l'avenir économique de leur pays entre leurs mains. Mais Sisimiut ne se résume pas aux rochers. Le son va monter d'un cran. Nous sommes toujours à Sisimiut, mais nous devons parler d'une ligne invisible dans la neige. Voyez-vous, le Groenland est divisé, pas par la politique, mais par les chiens. Sisimiut est la ville la plus au sud où les chiens de traîneau sont autorisés. Au sud d'ici, à Nuuk et dans les vallées verdoyantes, vous ne pouvez pas posséder de chiens de traîneau groenlandais. C'est illégal. Ils veulent protéger la pureté de la race et empêcher les maladies du sud de se propager vers le nord. Mais ici, les chiens sont rois. Marchez jusqu'à la limite de la ville. Vous verrez Dog City.
Des centaines de chiens enchaînés à leur niche, attendant la neige. Pour l'étranger, ils ont l'air mignons. Comme des huskies à poils longs. Ne commettez pas cette erreur. Ce sont des animaux de travail. Ils sont génétiquement plus proches des loups que de votre Golden Retriever. Ils sont forts, ils sont sauvages et ils sont le moteur du Nord. En hiver, l'arrière-pays de Sissimute se transforme. Les habitants participent de l'Arctic Circle Race, une course de ski de 160 km largement considérée comme la plus difficile au monde. Mais pour les locaux, la motoneige est le nouveau traîneau. Vous voyez des adolescents foncer sur les lacs gelés à 80 000 par heure. C'est un mélange de tradition ancestrale et d'adrénaline pure. Mais nous devons continuer vers le nord. Nous quittons la terre ferme pour un archipel d'îles. Nous entrons dans la baie des milliers d'îles. Si vous regardez une carte, Asiat ressemble à quelqu'un qui aurait brisé une assiette et dispersé les morceaux dans l'eau. C'est un archipel de milliers de minuscules îles à l'entrée sud de la baie de Disco. La plupart des touristes évitent cet endroit. Ils se précipitent directement vers les grands icebergs du nord. Ils font une erreur. Asiat est le vrai Groenland. C'est sans prétention. C'est plat. Il n'y a pas de montagnes géantes ici pour bloquer la vue. Cela signifie que l'horizon s'étend à l'infini. Et cet horizon est généralement brisé par un jet de brume. C'est la capitale des baleines. À la fin de l'été, les baleines à bosse viennent s'aventurer au fond du port. Vous pouvez parfois les entendre respirer alors que vous êtes assis dans votre chambre d'hôtel. La ville elle-même est une galerie à ciel ouvert. Comme à Qaqortoq, des artistes locaux ont peint des fresques sur les côtés des bâtiments industriels. Cela ajoute une touche de rébellion au décor gris de l'Arctique. Le kayak ici est légendaire. Parce qu'il y a tellement d'îles, l'eau est souvent calme, protégée de la houle du large. Vous pouvez pagayer dans des canaux étroits où le silence est absolu, mais les habitants d'ici ont un secret. Ils savent que juste au nord d'eux, la mer devient un monstre. Nous approchons de l'usine qui a construit le tueur du Titanic. Nous y sommes, l'événement principal, la raison pour laquelle la plupart des gens viennent au Groenland. Nous nous tenons au bord du fjord de glace d'Ilulissa. Pour le dire simplement, votre cerveau ne peut pas traiter l'échelle de cet endroit. Vous regardez un embouteillage d'iceberg qui s'étend sur 40 000. Ce ne sont pas seulement des morceaux de glace, ce sont des montagnes. Certains font 1 kilomètre de haut de la base au sommet, avec seulement 10% visible au-dessus de l'eau. Ce fjord est alimenté par le glacier Sermeck-Kujalleq. C'est le glacier le plus productif de l'hémisphère nord. Il se déplace à une vitesse de 40 mètres par jour. C'est une vitesse insensée pour un glacier. Il déverse 20 milliards de tonnes de glace dans la mer chaque année. C'est assez d'eau pour approvisionner l'intégralité des États-Unis pendant 1 an. Fait scientifique, il est largement admis que l'iceberg qui a coulé le Titanic en 912 est né ici même, dans ce fjord. En marchant le long de la passerelle en bois vers le point de vue, le rugissement est constant. On dirait une zone de guerre. La glace broie, craque et explose sous son propre poids. C'est la couleur qui vous surprend. Ce n'est pas seulement blanc, c'est turquoise, bleu saphir et parfois noir sale à cause de la poussière de roche. Quand un gros iceberg Velle se détache,
il peut créer un tsunami qui projette des bateaux sur le rivage à des milles de là. Vous regardez la puissance brute de la planète. Mais juste à côté de ce chaos gelé, se trouve une ville en plein essor. Tournez le dos au fjord de glace et vous êtes à Ilulissat. Le nom signifie littéralement icebergs. C'est la troisième plus grande ville du Groenland et on s'y sent comme dans une ville de la ruée vers l'or. Des touristes du monde entier, américains, chinois, allemands, parcourent les rues en équipement Gore-Tex coûteux. Le port est encombré de bateaux de pêche et de zodiacs. Mais le son de la ville est le son des chiens. Il y a presque autant de chiens de traîneau ici que d'habitants, environ 4000. En été, le soleil ne se couche jamais. Il tourne dans le ciel pendant 2 mois. Le soleil de minuit joue des tours à votre corps. Vous oubliez de dormir. Vous voyez des enfants jouer au football dans la rue à 3 heures du matin parce qu'on dirait qu'il est 14 heures. Les hôtels ici sont de classe mondiale. Vous pouvez payer 1000 $ la nuit pour dormir dans un igloo en verre juste au bord de la falaise. Mais si l'on enlève le tourisme, c'est toujours une ville de chasseurs. Allez au Brété, le marché local. Vous verrez des chasseurs vendre ce qu'ils ont attrapé le matin même, viande de phoque. Peau de petit rorqual, flétant de la taille d'une table. C'est une collision de mondes. Vous pouvez manger un burger de reine gastronomique, puis regarder un pêcheur vider un phoque sur le quai en béton 5 minutes plus tard. Mais de l'autre côté de la baie, une forme sombre se dessine dans la brume. Une île qui ne devrait pas être là. Regardez à travers la baie de Disco, vous voyez une île massive avec des montagnes au sommet plat. C'est l'île de Disco. Géologiquement, cela n'a aucun sens. La majeure partie du Groenland est faite de granit de socle ancien, gris et dur. Mais l'île de Disco est volcanique. Elle est faite de basalte. Elle a été formée par des coulées de lave massives il y a des millions d'années. Cela change tout. Le sol ici est fertile, c'est luxuriant, c'est vert. On dirait que Hawaï s'est perdu et a gelé. Vous voyez des cascades dégringolant de falaises rouges et brunes. Vous voyez des couches distinctes dans la roche, comme un gâteau à étage de l'histoire. L'île possède son propre microclimat. Elle est souvent plus brumeuse et plus chaude que le continent. Les scientifiques y affluent à cause de la station arctique, une installation de recherche qui surveille l'écosystème depuis 1906. Ils étudient quelque chose d'étrange, les glaciers galopants. Contrairement au flux régulier des autres glaciers, ceux de Disco peuvent soudainement bondir en avant à des vitesses terrifiantes, pulvérisant tout sur leur passage. Mais le joyau de l'île est la ville sur la côte sud, là où le sable devient noir. Nous débarquons sur la plage, mais le sable n'est ni blanc ni jaune. Il est d'un noir de jet. Bienvenue à Qeqertarsuaq. Le sable noir provient de l'érosion du basalte volcanique. Marcher dessus donne l'impression de marcher sur une autre planète. Des icebergs s'échouent sur la rive noire, créant un contraste saisissant. De la glace d'un blanc de diamant sur du sable noir de charbon. C'est le rêve d'un photographe. La ville elle-même est petite et charmante. Mais regardez les formations rocheuses à proximité. Vous voyez des colonnes de basalte hexagonales, exactement comme la chaussée des géants en Irlande, la nature faisant des mathématiques. Le terrain de football ici est célèbre. Il est situé juste à côté de l'océan. Si vous frappez la balle trop fort, elle part dans l'Atlantique. Il n'est pas rare qu'un match soit interrompu
Parce qu'une baleine à bosse fait un saut juste derrière le poteau de but. C'est l'un des meilleurs endroits du Groenland pour l'observation des baleines depuis la terre ferme. L'eau devient profonde très vite, les baleines s'approchent donc tout près du rivage, mais il y a quelque chose d'encore plus cool sur la montagne. Vous pouvez faire du traîneau à chien en juillet, vous transpirez, il fait 50 degrés Fahrenheit, vous grimpez une montagne volcanique escarpée, après 3 heures à vous brûler les mollets, vous atteignez le sommet du glacier Lingmark, et soudain, c'est à nouveau l'hiver. C'est l'un des seuls endroits au Groenland où l'on peut faire du traîneau à chien au milieu de l'été. Le glacier reste gelé toute l'année au sommet de la montagne plate. La vue d'ici est sans doute la meilleure du pays. Vous regardez la baie de Disko. Vous pouvez voir la courbure de la Terre. Vous pouvez voir des centaines d'icebergs dériver vers le sud comme des navires blancs. C'est un monde silencieux. Les mushers, conducteurs de traîneaux, gardent leurs chiens ici pendant l'été. C'est une expérience surréaliste d'être tiré par une équipe de chiens haletants alors que le soleil est haut dans le ciel et que vous êtes en t-shirt. Mais nous devons retourner sur le continent. Nous nous dirigeons plus au nord, vers un endroit où la glace est dangereusement proche. Nous allons vers le glacier qui rugit. La plupart des glaciers se voient de loin. Eki est différent. Eki vous invite à entrer. Situé à environ 80 km au nord d'Ilulissat, le glacier Eki est connu sous le nom de glacier Vélan. Les bateaux peuvent s'approcher en toute sécurité à moins d'1 mille de la face. Et vous restez assis là. Et vous attendez. La face du glacier fait 100 mètres de haut. D'abord, vous entendez le son, un claquement comme un coup de fusil, puis un boom comme un canon. Ensuite, vous voyez une plaque de glace de la taille d'un immeuble d'appartement se détacher du mur et glisser dans l'eau au ralenti. L'éclaboussure est massive. Le bateau tangue, c'est hypnotique. Vous pouvez regarder cela pendant des heures. Cet endroit a aussi une histoire. Le célèbre explorateur français Paul-Émile Victor a utilisé ce lieu comme camp de base pour ses expéditions sur la calotte glaciaire dans les années 1940. Vous pouvez encore voir les restes de sa cabane. Il a réalisé que c'était la rampe parfaite pour accéder à la glace de l'intérieur. Mais vivre aussi près de la glace est difficile. Demandez aux habitants du village suivant. Juste au nord de la grande ville se trouve Okatsut. Autrefois, les baleiniers hollandais appelaient cet endroit Road Bay, la baie rouge. Non pas à cause du coucher du soleil, mais à cause du sang des baleines qu'ils dépeçaient ici au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, l'eau est claire. La population est d'environ 40 personnes. C'est si petit qu'il n'y a pas de voiture. On marche ou on prend un bateau. Les maisons sont éparpillées sur les rochers, peintes de couleurs vives. Il y a un restaurant ici appelé H8. Il tire son nom du numéro de bâtiment sur les anciennes cartes coloniales. Ils servent du poisson pêché directement depuis le quai. L'ambiance ici est une tranquillité totale. Vous êtes assez loin d'Ilulissat pour échapper au bruit, mais assez proche pour voir les grands icebergs à l'horizon. En hiver, la baie gèle complètement. Les habitants vont à Ilulissat en ski de fond pour faire leurs courses. C'est une vie simple, mais la simplicité est un luxe ici. Mais maintenant, nous allons repousser les limites. Nous quittons le nord touristique pour nous diriger vers le vrai nord.
là où le soleil disparaît pendant des mois. Si un enfant dessinait une montagne, il dessinerait Uumanak. La montagne, ici, est un pic de granit unique en forme de cœur, s'élevant à 1170 mètres directement hors de l'océan. Le nom Uumanak signifie littéralement « en forme de cœur ». La ville s'accroche au rocher à la base de cette montagne impossible. Pour le dire simplement, c'est l'un des endroits les plus photogéniques de la Terre. Le brouillard matinal tourbillonne autour du sommet, lui donnant l'air d'une couverture de roman fantastique. Mais il y a une légende amusante ici. Selon la tradition télévisée danoise, le Père Noël vit ici. Il y a une petite cabane en tourbe construite près de la ville qui sert de château du Père Noël. Des millions de lettres d'enfants sont envoyées au Groenland chaque année, et elles finissent ici. Mais la réalité est plus rude. L'exploitation minière est importante ici. La mine Black Angel, de l'autre côté du fjord, servait à extraire du plomb et du zinc. Ils déplaçaient de minerais à l'aide d'un téléphérique qui traversait le fjord, une prouesse technique terrifiante. La carrière de marbre à proximité produit une pierre si blanche qu'elle ressemble à de la glace. Les gens ici sont robustes. Ils vivent bien au-dessus du cercle polaire arctique. L'obscurité hivernale dure des mois, mais quand le soleil revient, il célèbre. Maintenant, nous devons aller encore plus loin. Aux confins de la civilisation, là où la carte s'arrête, nous laissons le monde connu derrière nous. Nous volons vers le nord, très loin au nord, vers Upernavik. Si vous regardez par la fenêtre, la Terre s'est brisée. Ce n'est pas seulement une ville, c'est une galaxie d'îles. Il y a plus de 100 petites îles dans cet archipel. En hiver, l'obscurité ici semble plus lourde. Mais en été, c'est le lieu du printemps. Parce que les îles sont dispersées, la chasse est incroyable. Voyez-vous, Upernavik est traditionnel. L'économie est simple, le flétan et les phoques. Les pêcheurs d'ici sortent dans de petits canots en plein océan, à des milles de la terre, par des températures glaciales. Ils remontent des flétans qui pèsent autant qu'un homme adulte. Mais la chose la plus frappante est la lumière. Parce que nous sommes si loin au nord, le soleil ne se couche pas vraiment, il rebondit. Il rase l'horizon pendant des heures, baignant les icebergs dans une lumière orange dorée profonde. Les photographes appellent cela le heure dorée, mais ici, elle dure 6 heures. Mais pour aller plus au nord, il faut traverser un cimetière. L'océan ici mange les navires au petit déjeuner. C'est la barrière psychologique, la baie de Melville. Pendant des siècles, cette étendue d'eau massive fut le mur qui arrêta les explorateurs. Elle est presque toujours gelée ou étouffée par la banquise. Au XIXe siècle, les navires baleiniers appelaient cela le lieu de rupture. Des centaines de navires en bois y ont été écrasés comme des allumettes par la glace mouvante. Il n'y a pas de ville, pas de cabane, pas d'habitants. C'est le royaume de l'ours polaire. Parce qu'il n'y a pas d'humains pour les effrayer, les ours sont ici les maîtres. Ils parcourent la glace de mer, chassant les phoques. Si vous naviguez ici, vous retenez votre souffle. Le brouillard s'installe et soudain, votre radar est inutile.
Vous naviguez au bruit des vagues frappant la glace. C'est un lieu d'une beauté absolue et terrifiante. Un endroit qui vous rappelle que nous ne sommes que des invités sur cette planète. Mais si vous survivez à la traversée, vous atteignez l'ultime frontière. Bienvenue au sommet du monde. Nous sommes arrivés. Qaanaaq. C'est la ville la plus au nord du Groenland. C'est l'un des établissements civils les plus septentrionaux de la Terre. Nous sommes à 700 milles au nord du cercle polaire arctique. Les habitants d'ici, les Inuguit, sont distincts. Ils ont été les derniers à entrer en contact avec le monde extérieur. Ils ont leur propre dialecte, leurs propres coutumes. Ici, le kayak est encore un outil de chasse, pas un jouet, et ils chassent la licorne des mers. Le narval. En été, les hommes sortent en kayak, armés de harpes. Ils attendent que les narvals fassent surface. C'est une bataille de silence et de patience. Ils ne prennent que ce dont ils ont besoin. La vitamine C contenue dans la peau de narval, Muktuk, est ce qui les a maintenus en vie pendant des siècles sans fruits frais. La vie ici est dictée par les extrêmes. En hiver, le soleil ne se lève pas pendant 3 mois et demi. C'est la nuit polaire. La ville vit sous les étoiles et les aurores boréales. En été, le soleil tourne en rond au-dessus de vos têtes, vous rendant fou d'énergie. Mais juste en bas de la côte, il y a une cicatrice dans le paysage. Une base secrète cache un passé radioactif. En 1953, la guerre froide est arrivée dans l'Arctique. Le gouvernement américain avait besoin d'une base pour surveiller les missiles soviétiques arrivant par le pôle Nord. Ils ont trouvé l'endroit idéal, près de l'ancien village de Thulé. Alors ils ont déplacé les gens. Les familles locales Inuguit ont reçu quelques jours pour faire leurs bagages et quitter leur terre ancestrale. Elles ont été forcées de s'installer plus au nord, à Qaanaaq. C'est une blessure qui n'est pas encore totalement cicatrisée. La base Pituffik Space Base est massive. Elle possède une piste assez longue pour la navette spatiale. Elle dispose d'un système radar qui ressemble à quelque chose sorti de Star Wars. Mais le secret le plus sombre remonte à 1968. Un bombardier B-52 transportant 4 bombes à hydrogène a pris feu et s'est écrasé sur la glace à proximité. Les explosifs conventionnels ont détonné, propageant du plutonium radioactif sur la glace. Ils ont appelé cela l'incident Broken Arrow. Le nettoyage a été chaotique. Des habitants et des travailleurs danois ont aidé à racler la neige radioactive pour la mettre dans des réservoirs. Beaucoup d'entre eux sont tombés malades plus tard. Aujourd'hui, la base est toujours active, surveillant le ciel. Mais les fantômes du crash et des familles déplacées hantent toujours le vent. Mais nous allons plus loin. Nous allons vers la fin littérale. Nous cherchons le dernier rocher sur Terre. C'est la quête du Nord. Pendant des décennies, les explorateurs se sont disputés pour savoir quel morceau de Terre était le point le plus au nord de la planète. Pendant longtemps, ce fut l'île de Kaffeklubben, l'île du club de café. Un petit rocher désolé nommé par des explorateurs danois qui aimaient comme beaucoup leur pause café. Puis, en 1978,
Ils ont trouvé Udak, un banc de gravier juste au nord de celle-ci. Mais voici le fait incroyable, cela change constamment. Ces îles ne sont souvent que des tas de gravier poussés par la glace de mer. Elles apparaissent, reçoivent un nom, puis la glace les écrase ou les emporte. Nous découvrons actuellement de nouvelles îles qui pourraient être encore plus au nord. Ils les appellent les chiens errants, the stray dogs. En vous tenant ici, à 83 degrés nord, vous êtes plus proche du pôle Nord que de l'arbre le plus proche. Il n'y a rien au nord de vous, si ce n'est un océan gelé et l'axe de la planète. C'est un endroit où la géographie s'effondre. L'Est et l'Ouest n'ont plus d'importance. Il n'y a que le Sud. Mais en regardant en arrière vers la massive île blanche que nous venons de traverser, il y a une vérité finale que nous devons affronter. Le géant se réveille. Nous avons voyagé à travers 12 000 mots sur cette île. Nous avons vu les fermes échouées des Vikings. Nous avons vu les machines de guerre américaines. Nous avons vu la maîtrise de la survie des Inuits. Mais la plus grande histoire est celle qui se déroule juste sous nos pieds. Le Groenland fond. Ce n'est pas une théorie, vous pouvez l'entendre. L'eau s'écoule de la calotte glaciaire plus vite que jamais. Le Groenland, qu'Éric le Rouge avait nommé ainsi par ruse marketing pour attirer les colons, est en train de devenir réellement vert. De nouveaux minéraux sont exposés. De nouvelles routes maritimes s'ouvrent à mesure que la glace recule. Les puissances mondiales, la Chine, les États-Unis, l'Europe, regardent toute cette île avec des yeux affamés. Elles voient des ressources, elles voient de la stratégie. Mais les gens qui vivent ici, ils voient leur foyer changer. La glace sur laquelle ils voyagent devient plus mince. Les animaux qu'ils chassent se déplacent vers le nord. Le Groenland n'est plus une beauté endormie et gelée. C'est le centre de l'avenir du monde. La glace a maintenu le monde stable pendant des milliers d'années. Maintenant, l'emprise glisse. La question n'est pas de savoir si la glace disparaîtra. La question est: qui sera là pour voir ce qu'il y a en dessous? La glace fond, révélant des secrets que nous n'étions jamais censés voir. Si le Groenland redevient vert, l'humanité est-elle le virus ou le remède? Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour regarder le monde changer.